Salut à tous, bienvenue pour le 5e épisode de la saison 2 de mon podcast. Et puis pour ceux qui découvrent encore ce que je fais, je vous invite les gars, à aller écouter toute la première saison, il y a plus de 40 épisodes. Il y en a qui découvrent encore que je fais des podcasts. Je vous ai pas attendu les gars, quand vous mettez des commentaires, évidemment que j'ai pensé à faire des podcasts. Si je fais des vidéos de 10 minutes sur TikTok, je fais des podcasts. Aujourd'hui le sujet c'est l'éducation sort de la pauvreté, pas l'argent. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, il y a des gens qui disent donne-moi 1 million, tu verras. Je t'assure que si tu méritais qu'on te donne 1 million d'euros pour que tu te développes, ça fait longtemps que quelqu'un le ferait. Que tu sois au fin fond du Zimbabwe ou au fin fond de l'Antarctique. Crois-moi, surtout avec les technologies d'aujourd'hui. Il n'y aurait pas Internet, je dirais. Et il y a Internet. Donc si t'es pas fichu de pouvoir présenter un projet qui tient la route, ne serait-ce que sur Internet, pose-toi des questions. On y va. On dit souvent que pour sortir de la pauvreté, il faut de l'argent. Mais l'histoire nous montre l'inverse. L'argent sans éducation disparaît. L'éducation, elle, crée l'argent, le garde et le fait fructifier. Et on ne parle pas seulement d'éducation financière. On parle également d'éducation tout court. La plupart des familles, par exemple, de professeurs, ce n'est pas des familles riches. Ce sont des familles éduquées. Ce sont des familles qui connaissent les codes de la société. Ce sont des familles qui savent être un caméléon dans la société, pour faire très simple. Et ces familles-là génèrent des enfants qui ne retombent pas dans la pauvreté, qui, à minima, sont dans la classe moyenne. Et on le voit très bien, les enfants d'instituteurs sont généralement des personnes qui maintiennent, à minima, la fortune de la famille. La fortune, on s'entend. Hein. Donc, ce qui prouve que l'éducation, c'est la base des bases, des bases, des bases. Savoir apprendre, c'est la base des bases. Penser que seul l'argent vous sort de la pauvreté, c'est ne rien comprendre à comment le monde qui vous entoure fonctionne. Et que si c'était ça, on aurait juste qu'à jeter des milliards sur des pays du tiers-monde et ils s'en sortiraient. C'est pas comme ça. Il faut une stratégie, il faut une méthodologie. Si même un braqueur a une stratégie, une méthodologie, c'est que tout est stratégie et méthodologie. Partie 1, l'argent sans éducation ne dure pas. Les gagnants du loto, par exemple, 70% sont ruinés. C'est ce qui se passe aux États-Unis après 5 ans. Et cette source, ce chiffre vient du National Endowment for Financial Education. Vous avez bien entendu 70%. C'est pour ça, par exemple, en France, vous avez souvent des personnes qui s'y connaissent en placement financier, etc., qui sont envoyés par la Française des Jeux pour aider les gagnants. Parce qu'on s'est rendu compte pendant très longtemps que les gagnants, en fait, ça les mettait encore plus dans la merde qu'autre chose. Parce qu'en plus de s'appauvrir, ils se créent des dettes abyssales sur eux. Donc en fait, c'était un cadeau empoisonné. Donc on a mis des gens compétents autour d'eux pour leur permettre de au moins maintenir leur fortune. Les gens, ce qu'ils font, c'est que cet argent, ils pensent qu'il va jamais finir. Donc ils achètent tout ce qui était dans leur rêve. Alors que cet argent, il peut leur faire tenir toute votre vie. Je peux même vous dire que il n'y a pas besoin d'autant que l'euro million pour avoir des rentes qui vous permettent de tenir toute votre vie. Mais ça demande une rigueur, une méthodologie, une façon de faire. Par exemple, quand tu as toujours été pauvre et dans le besoin, et ça c'est une chose de la broculture, c'est que dès qu'il y a un gros billet qui tombe, tout ce dont tu as rêvé d'acheter, tu l'achètes tout de suite. Des beaux sacs, des beaux vêtements, des belles baskets. Et en fait, cet argent, il ne reste plus rien à la fin du mois. Et pourquoi ? Parce que tu as toujours été dans le manque. Et vous avez des créateurs de contenu comme ça. Moi, je dis pas de blague. Et moi, je gravite. J'ai gravité avant même d'être créateur de contenu. J'ai gravité avec beaucoup de monde. Des créateurs de contenu comme ça, des rappeurs comme ça, des sportifs comme ça, qui ont tellement manqué de tout, qu'ils ont envie d'aider tout le monde autour d'eux, qu'ils ont envie de faire plaisir à tout le monde autour d'eux, qu'ils ont envie de se faire plaisir énormément, et qui du coup crament leurs revenus tout le temps. Et ça leur crée des problèmes financiers au bout d'un moment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien analyser et bien comprendre. Sans compréhension des bases,
de budget, investissement et la psychologie de l'argent. Parce que l'argent, il faut avoir une psychologie de l'argent. On reproduit la pauvreté même avec les moyens. Je ne sais pas si vous saisissez cette phrase. On reproduit la pauvreté même avec des moyens. On reproduit exactement le mécanisme du pauvre. Le mécanisme de la dépense pas rentable. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est la rentabilité. On dépense plus que ce que l'argent nous rapporte, le capital nous rapporte. Et on pense que c'est pas grave parce que si ça baisse, de toute façon, ça baissera jamais assez vite pour qu'on redevienne pauvre. Et c'est là toute l'erreur, la grande erreur de toute personne pauvre qui devient riche tout d'un coup. C'est qu'il faut à minima maintenir cette somme pour s'en sortir. Et non se dire, si je le crame, c'est pas grave, il en restera encore. Ce n'est pas ton revenu qui rend riche, c'est ta discipline. Je ne sais pas si vous ressaisissez bien, ce n'est pas ton revenu qui te rend riche, c'est ta discipline. C'est le fait de compartimenter ton budget et de s'y tenir, de ne pas aller plus loin que ça. Et que si tu as une envie qui tombe là, que tu sois capable de te dire non, non, je ne vais pas craquer. Je refuse de craquer. Partie 2, les pays qui se sont enrichis par l'éducation. On a par exemple la Corée du Sud. La Corée du Sud, dans les années 50, était ravagée par la guerre. La Corée du Sud, tenez-vous bien, était plus pauvre que le Ghana ou que la Côte d'Ivoire. Vous pouvez regarder les chiffres. Ce sont des chiffres très faciles à trouver. Et pourtant, en 2025, c'est une puissance technologique mondiale. Quelle a été la stratégie de la Corée du Sud? L'investissement massif dans l'éducation, pas dans les ressources naturelles. Alors vous allez me dire, oui, pour investir dans l'éducation, encore faut-il avoir de l'argent. J'ai envie de te dire que non. Oui, si tu veux, il faut payer des professeurs. Mais non, parce que les forces humaines peuvent être payées autrement, peuvent être rétribuées autrement. Il y a plein de mécanismes pour rétribuer des forces humaines. On parle d'humains qui doivent former d'autres humains. Donc, dans une économie à l'intérieur d'un pays, il y a des mécanismes qui peuvent permettre à ce que celui qui forme un autre humain peut s'y retrouver dans son schéma de vie et que ça va permettre à tout le monde de grandir. Et en fait, ça, c'est un schéma qu'on retrouve également dans certaines familles. C'est-à-dire que il y en a un dans la famille qui va exceller et qui va faire une fortune, mais le reste de la famille n'est pas assez éduqué pour savoir quoi faire de ça. Donc quand cette personne va disparaître, partir, ni les enfants n'auraient été préparés, ni les gens autour auront été préparés. Et ça amène à de gros questionnements. Et ça, vous l'avez même dans des grandes familles. La famille Dassault, par exemple, il n'y a aucun Dassault qui dirige Dassault, en tout cas le groupe Dassault à l'heure actuelle. C'est pas quelqu'un de la famille Dassault. La famille Birkenstock, je sais pas si vous connaissez ces sandales-là, c'est plus un Birkenstock qui dirige Birkenstock. Parce qu'en fait, le patriarche qui a créé la boîte, qui a fait de la boîte ce qu'elle est, il faut qu'il transmette sa discipline aux enfants. Mais quand les enfants, eux, ne sont pas nés avec la dalle, avec la faim, avec l'envie de faire quelque chose, forcément qu'au bout d'un moment, si tu veux pérenniser la boîte, il faut mettre des gens qui sont compétents. Et ça, moi, je le vois tout le temps autour de moi, de familles riches, qui ne passent pas le flambeau à leur enfant parce qu'ils n'ont pas su éduquer l'enfant pour le niveau d'exigence que ça requiert d'être un patron. Quand on se moque un peu d'Arnaud qui met son fils là, sa fille ici, etc., oui, mais il les a formés. Il les a formés. Est-ce que vous voyez le groupe LVMH s'effondrer? Le chiffre baisse parce que la demande de certains marchés baisse. Mais c'est en aucun cas à cause d'une stratégie ratée. Donc ça veut dire que Bernard Arnault a su donner les clés, les pousser à se former, aller dans les meilleures écoles pour avoir des enfants prêts
à reprendre le flambeau. Quand Jensen Huang met ses 2 enfants à l'intérieur de Nvidia, déjà ils arrivent avec des idées novatrices et surtout, il les prépare à reprendre le flambeau. Donc l'éducation, c'est même pas une histoire, en plus, c'est même pas une histoire seulement de pauvreté, hein. C'est aussi une histoire de stratégie. Si dans la famille, il n'y a pas une stratégie de maintenir un niveau et une tension, malgré le fait que la famille est devenue confortable, de continuer à maintenir cette dalle dans la famille, les enfants ne seront pas capables de reprendre le flambeau et de reprendre donc les sacrifices que le père ou le grand-père a réalisés. On peut parler aussi de Singapour, l'État-ville. Il n'y a pas de ressources minières. Le patriarche du pays, Lee Kuan Yew, il a misé sur l'éducation, la rigueur et la formation technique. Et aujourd'hui, c'est un des pays qui a le revenu par habitant le plus haut au monde. Notamment tout ce qui est même bancarisation, investissement, etc. Vous voyez encore une fois, ce sont des États qui étaient assez faibles et qui ont décidé le peu de ressources qu'ils avaient de le mettre dans l'éducation. On a aussi l'État un peu polémique, le Rwanda. Et le Rwanda, après le génocide, ils ont mis les moyens sur l'éducation et la formation, notamment la formation des femmes. Et le Rwanda est un pays qui attire les startups africaines. C'est un pays qui veut résolument devenir l'État startup africain. Qu'on aime ou n'aime pas le pouvoir en place. Moi, je suis pas là pour faire de la politique. Je suis là pour vous expliquer un sujet précis. Parce que j'aime bien, quand vous écoutez ça, des fois certaines choses, certains, vous sortez du sujet. C'est dans un cadre très précis que je parle ici, de ce pays-là. Pour prendre un exemple africain. Un pays qui a investi sur l'éducation pour permettre à ce que son pays soit prêt aux joutes mondiales et notamment à tout ce qui est start-up, à tout ce qui est intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle en ce moment, c'est un gros sujet. Et les États, notamment les États qui ont beaucoup de jeunes, donc, a fortiori, les États africains ou les États sud-est asiatiques, devraient massivement investir dans la formation gratuite de jeunes à l'intelligence artificielle. Parce que ça peut créer de giga champions mondiaux et il y a des vecteurs de croissance énormes en cette matière-là. Troisième partie, les individus qui ont transformé leur vie par l'éducation. L'éducation, c'est une arme. Je vais prendre un exemple. Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est lui qui le dit. Il a utilisé la connaissance du droit et de la politique pour libérer le peuple. Il n'avait pas d'argent. Nelson Mandela, il n'avait pas d'argent. Il a utilisé l'éducation. Il s'est éduqué. Ils étaient en plus dans un état très raciste, très ségrégationniste. Un état qui brimait les Noirs qui voulaient devenir intelligents. Il a pris des livres. Il a lu. Il s'est instruit, il s'est renseigné. Et par l'éducation, ça a pu permettre à un mouvement de se lever. Ce mouvement s'est levé et a fédéré d'autres personnes qui ont pu libérer leur pays du joug de l'oppression. Ce qui a fait que maintenant, l'Afrique du Sud est un pays noir, africain, puissant. Vous voyez ? S'il avait attendu que des gens viennent le sauver avec des milliards, l'Afrique du Sud serait toujours un état d'apartheid jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'éducation joue un rôle fort pour lever des peuples et leur permettre, un, d'avoir leur liberté et deux, de devenir des personnes, des groupements puissants et qui savent gérer quand maintenant les revenus rentreront dans la nation. On a Andrew Carnegie, fils d'immigrés pauvres devenu milliardaire de l'acier, autodidacte,
Il lisait un livre par semaine. Il disait « A man who dies rich dies disgraced ». Un homme qui meurt pauvre, qui meurt riche, pardon, meurt avec disgrâce. C'est important de comprendre que, pour aller plus loin que ce qu'il vient de dire, en lisant autant de livres, et les livres, c'est pas la chose qui coûte le plus cher, et même sur Internet, il y a énormément de livres gratuits, faciles d'accès. Vous arrivez à pirater des films. J'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'inciter les gens à pirater des livres. J'ai envie de vous dire, si vous voulez jouer au fait que vous n'avez rien dans vos poches, ce dont je ne crois pas, mais que vous avez rien dans vos poches, il y a multitude de façons d'avoir des livres pas chers, grâce à Amazon, grâce à Audible, grâce à plein de sites, mais également d'avoir du savoir gratuitement grâce à moi, grâce à plein d'autres créateurs, mais avoir des livres aussi audio gratuits sur YouTube, sur plein d'endroits. Plus vous lisez, mieux vous vous exprimez. Et il y a plein de gens, ils comprennent pas que c'est juste ça. Moi, mon élocution vient du fait que j'ai lu énormément de livres. C'est parce que je lis des livres, et pas forcément des livres économiques. Je peux lire Madame de Bovary, du Zola, etc. Des livres classiques qui me permettent d'avoir un enchaînement et un développement de mots et d'idées sans forcément utiliser la même source de mots ou la même rythmique dans ma façon de parler. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de développer plus de 300 mots. Alors que lire un livre vous permet d'accroître vos capacités, votre mobilité linguistique. C'est aussi ça, la liberté. Elle vient du fait de lire énormément de livres. Tupac, le rappeur Tupac, lisait énormément de livres. Sans jeter l'opprobre au rap d'aujourd'hui, mais on voit bien qu'il y a parfois des lacunes énormes en matière de profondeur d'esprit. Un J. Cole ou un Kendrick Lamar, quand ils écrivent, vous voyez qu'il y a une lecture, 2 lectures, 3 lectures des fois par rapport à une lyrics. Et qu'il y a une profondeur énorme. Parce que ce sont des personnes qui sont lettrées, qui ont lu. Pas forcément qui ont fait de grandes études en faculté, etc. C'est pas ça le propos. C'est de savoir lire, d'avoir l'amour de la lecture. Et l'amour de la lecture est une forme d'éducation. Et c'est ça qui permet que, quand vous allez arriver dans certains endroits, dans certains milieux, qui sont des milieux d'affaires, on va comprendre qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent et de lettré. Et surtout qu'un investisseur investit sur le créateur. L'investisseur n'investit pas sur le projet. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de marteler parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils se trompent quand ils pensent qu'il faut venir avec le meilleur projet du monde. Non, il faut déjà être quelqu'un en mouvement et surtout quelqu'un sur laquelle on peut avoir confiance, quand on lui confie 1 million d'euros. On sait que cette personne, déjà de base, a un cerveau. On peut prendre aussi l'exemple d'Oprah Winfrey, qui est née dans la pauvreté, qui a tout bâti grâce à la lecture, la communication et la psychologie humaine. Quand vous écoutez les interviews d'Oprah Winfrey, vous vous rendez compte que cette femme, qui était maman jeune, a énormément lu et s'est énormément instruite pour sortir de sa condition. Elle ne s'est pas instruite seulement sur l'argent, elle s'est instruite tout court. Et c'est parce qu'elle s'est instruite tout court que, quand elle a eu la chance d'avoir certains rendez-vous ou arriver dans certains cercles, son élocution et son savoir ont fait la différence. On parle surtout d'une femme, en plus une femme noire. Son éducation et son savoir ont fait la différence. Et c'est ça qui est important à comprendre. La partie 4. Pourquoi l'éducation crée plus que des diplômes? L'éducation égale compétence plus mentalité plus discipline. Je me répète. L'éducation égale compétence plus mentalité plus discipline.
Les riches investissent dans la formation avant l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre pour beaucoup de gens. Vous voyez, par exemple, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, si je vois quelqu'un qui a une broke mentalité, tu peux être riche comme tu veux, je ne te veux pas en investisseur. Clairement. Je préfère un investisseur qui est quelqu'un qui connaît l'argent, qui a l'habitude de l'argent et qui n'a pas de problème avec ça. Parce que quand tu es pauvre, tu es dans le contrôle. Parce que tu n'as jamais rien eu. Donc là, tu as quelque chose. Tu veux savoir tout ce qui se passe avec ton argent. Alors que le propre même de l'énergie de l'argent, c'est le lâcher prise. La plupart des personnes fortunées, vous voyez, dans le monde, ils n'appellent pas les restaurants dans lesquels ils ont investi, les musées, les trucs et machins, toutes les 2 minutes. Ils les appellent pas. Et ils les appellent absolument pas. Ils les voient une fois dans l'année. Ce niveau de lâcher prise, c'est parce que tu as l'habitude de l'argent. Tu n'es pas dans le stress. Tu cours pas après l'argent. L'argent, il travaille pour toi. Et ils savent qu'il n'y a pas besoin de prendre des décisions trop rapides pour retomber sur ses pattes. Il faut juste multiplier les assets. Et ça, c'est une différence notable et importante. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la liberté financière. Il y a beaucoup de gens qui confondent être un investisseur et être un entrepreneur. Si tu prends ton salaire et que tu vas investir, par exemple, dans un salon de coiffure, tu n'es pas entrepreneur. Tu es investisseur. Tu n'as pas appelé le salon toutes les 2 minutes pour savoir si on a fait du chiffre aujourd'hui. C'est que tu n'as pas compris que tu n'es pas entrepreneur, tu es investisseur. Quand tu fais ça, c'est que tu crois que tu es entrepreneur. Non, tu es investisseur. Tu as mis ton argent. Tu sais que dans 1 an, vous en reparlez. Ça se trouve, dans 1 an, ce sera un flop monumental. Ou dans 1 an, ce sera un énorme succès. Si tu n'es pas capable de lâcher prise, tu n'es pas capable de comprendre que ton argent doit vivre sans toi, sans que tu aies de nouvelles de cet argent-là, ne va jamais investir. Mais sinon, dans un appartement, tu vas voir qu'il y a des loyers qui tombent tous les mois, tout ça. Fais ça. C'est que tu n'es pas prêt à l'autre step. Le step de l'equity, le step de prendre des parts dans des sociétés non cotées. Tu n'es pas prêt. Quand des gens me demandent mais comment on fait pour investir, etc., je vous explique un truc. En fait, déjà de base, on n'a pas le droit, moi je n'ai pas comment dire, je ne suis pas agréé AMF, je ne suis pas agréé par des organismes de contrôle pour vous donner des conseils sur comment investir sur votre argent. C'est pour ça qu'on me demande, je ne parle pas parce que c'est interdit par la loi. Donc, moi, je peux en parler en privé à des personnes, on se parle, etc. Et encore même ça, je mets des garde-fous parce que moi, c'est seulement si tu as un projet. Mais si tu n'as pas de projet et que tu dis, mais comment investir mon argent? Compliqué. Compliqué. Pourquoi compliqué? Parce qu'il y a des garde-fous. Il y a des choses à savoir. Et qu'il y a beaucoup de gens qui outrepassent cela, alors que techniquement, vous n'avez pas à dire aux gens dans quoi investir ou où investir si vous n'êtes pas agréé par un organisme de contrôle qui peut vérifier si vous ne faites pas un délit d'initié, vous n'êtes pas en train de pousser les gens à faire vos business à vous, etc. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et c'est dans ça que je dis seulement que la méthode, mais ça c'est la méthode de quand on est abondant. La méthode, elle est très simple. T'es là, tu marches. Moi, je vais vous raconter une histoire. Il y a une entrepreneuse, ok, elle avait un bar. Elle ne savait même pas que ça se passait comme ça. Elle ne savait pas que ça se passait comme ça, donc maintenant elle connaît. Elle a un bar qui marchait plutôt bien, ses salariés et tout. Il y a 2 mecs qui rentrent dans le bar, et ça se passe comme ça quand vous voulez investir. Ils rentrent dans le bar, ils disent, est-ce que je peux parler à la patronne? Donc, la patronne, elle sort. Donc, cette fille en question, ils s'asseyent, ils disent, écoutez, on aime beaucoup votre affaire, et on aimerait vous la racheter. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Ou alors, si c'est pas la racheter, on aimerait investir dedans. Et vous ne montrez pas de blanche. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'ai envie de diversifier mes activités. J'ai 50 000 € de côté. Est-ce que c'est une somme qui peut être intéressante pour investir dans votre affaire? Parce que voilà, j'ai envie d'investir dans un business.
Si la personne est OK, avocat, vous vous asseyez. Votre avocat, il détermine vos demandes. Chaque partie, met ses doléances. Vous faites un pacte d'associés où tout est écrit à l'intérieur. Ou quand vous allez vous faire des assemblées générales, combien de fois vous parlez du chiffre, etc., etc. Tout est noté. C'est par exemple que tous les 6 mois, tu as une réunion pour savoir où ça en est. Est-ce que l'argent n'est pas dilapidé? Est-ce que ça va? Est-ce que ça avance? Etc. Point. That's it. Comme ça que ça fonctionne. That's it. Et ça, c'est une méthodologie à comprendre que, en fait, c'est très simple. Mais pour comprendre que c'est simple, il faut avoir l'habitude de l'argent. Quand on rentre dans les choses compliquées, c'est là qu'on n'a pas l'habitude de l'argent et ça se voit. Ça se voit tout de suite. Et moi, il y a des rendez-vous où, heureusement, Dieu merci, Dieu m'a préservé de ça, de ne pas m'associer avec des gens qui compliquaient les choses. Quand vous compliquez les choses, vous n'avez pas l'habitude de l'argent. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de l'argent, vous allez être un problème pour le business. Et si vous êtes un problème pour le business, ça va flopper. Et après, vous allez dire, rembourse-moi. Parce que ça, c'est la deuxième chose. La deuxième chose. Je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait, ouais, quelqu'un qui n'est pas éduqué. Quelqu'un qui n'est pas éduqué. Déjà, qui n'est pas éduqué de base et qui n'est pas éduqué avec l'argent en prime. Qui me disait, ouais, mais si le business, il floppe, je fais comment pour récupérer mon argent? Mais tu le récupères pas. Tu achètes des parts dans une société. Ce n'est pas un prêt. Et c'est ça en fait qui est méga drôle. Qui est méga drôle. Il faut connaître les termes. Un investisseur n'est pas un entrepreneur. Mais un entrepreneur peut être investisseur. C'est-à-dire que tu peux avoir ton business, mais tu peux également investir dans d'autres business. Puisque toi, ça va, tu as envie de diversifier tes activités, tu investis dans d'autres business. Un investisseur, lui, peut être que investisseur, ne peut être entrepreneur. Lui met son argent à gauche, à droite, il espère en retirer des bénéfices, etc., 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 etc. Par contre, quand tu investis ton argent, on parle d'investir. Donc, tu consens aussi à le perdre. Tout investissement peut mener à une perte. Donc, si tu veux récupérer ton argent à coup sûr, ça s'appelle un prêt. Donc, tu fais un contrat de prêt. Tu dis 50 000 euros à raison de 4%. Tu sais que chaque année, quoi qu'il arrive, tu reçois tes 4%. Si le business maintenant, il pète, il passe de 100 000 à 1 milliard, ça ne change rien au fait que toi, tu as prêté à 4%. Tu vois. Moi, il y a des gens comme ça, en fait, que jusqu'à récemment, on faisait des trucs ensemble, mais je vais arrêter. Totalement, je vais arrêter. Je sais même pas pourquoi j'ai demandé j'ai voulu mettre des gens, tu vois, qui sont des gens que je connais, tout ça, là. Mais en fait, ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils te disent que je vais investir avec toi, mais en même temps, ils te disent, mais par contre, je ne vais pas perdre mes sous. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Si, par exemple, vous investissez 50 000 euros dans une soirée et que la soirée, elle floppe, vous payez sur le chiffre qui est là. Donc, si vous avez dit, je mets 50 000 euros et je veux la moitié, bah si la soirée elle fait 30 000, vous prenez 15 000. Vous ne prenez pas les 30 000. Et ça, j'ai entendu tellement d'histoires comme ça de gens qui commencent à s'embrouiller. Ils disent non, mais bah non, comment ça tu vas prendre des sous toi alors que moi j'ai tout perdu. Mais c'est la base de l'investissement. Parce qu'en retour, si la soirée elle avait fait 500 000, tu aurais pris 250 000. L'investissement est lié au risque. À ce moment-là, il fallait dire que tu fais un prêt. Tu fais un prêt. Voilà, je te prête 50 000. Donc, je veux les revoir. Je n'ai pas investi. Je te prête 50 000. Donc, je veux les revoir. Donc, évidemment que ça va être beaucoup moins rémunéré. Ça, c'est des discussions que je ne veux plus avoir avec des gens. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent là qui ont vraiment du mal à comprendre ça. C'est pour ça que ça avance pas pour vous. Oui, tu peux perdre les 50 000 euros dans une affaire, ouais, totalement. Mais quand tu gagnes énormément. C'est le risque de l'investissement. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme en bourse, tu mets 50 000 euros en bourse,
Si l'action, elle échoue, tu peux te retrouver avec que 1000 euros. Sont les risques du métier. C'est toi qui as choisi de mettre ton argent sur une action qui, hélas, était une action complètement nulle et qui s'est effondrée. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et c'est important à comprendre. Les termes sont importants à comprendre. Vous ne prêtez pas votre argent si vous investissez. Sinon, c'est un prêt. Et le truc, donc, c'est que les pauvres, ils cherchent à gagner vite, sans structure. Et sans structure, tout s'évapore. Les pauvres, ils ne cherchent pas à créer une holding, créer une boîte, créer une structure, aller chercher un avocat, aller mettre un notaire, aller mettre des garde-fous qui t'a perdu de l'argent un peu au début, mais moi, ce sont des garde-fous qui structurent ton argent. Non. Eux, ils sont là, ah non, c'est trop long. Moi, j'ai quelqu'un comme ça que je connais. Il investit son argent. Ah ouais, mais t'as vu, non, mais t'as vu, il faut que dans 2 mois, tu vois, ce soit fait. Mais tu vas rester pauvre. Tu vas rester pauvre. Tu peux pas investir des sommes considérables comme ça et te dire dans 2 mois, il faut que ça revienne. À part si tu veux investir sur des trucs illégaux. Ouais. Sur la poudre blanche magique, l'herbe verte magique, ouais, si tu veux. Mais certainement pas sur des bises légaux qui peuvent te rapporter sur le temps. Il n'y a pas mieux que mettre son argent qui fait des petits bébés pendant très longtemps. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, quand tu vas arriver à 5, 6, 7 business comme ça, tu as l'équivalent d'un très bon salaire qui tombe tous les mois. Tu es en mode, wow, j'avais pas pensé comme ça. CQFD. C'est comme ça que ça fonctionne. Un salarié formé à la gestion, à la négociation, à l'investissement immobilier peut devenir libre financièrement sans devenir entrepreneur. Et ça, c'est très réel. Ça, c'est très réel. Vous avez des gens autour de vous. Vous allez croire que, ah ouais, il doit avoir un truc à côté, etc. Ah ouais, là. Alors, j'explique. Je vais finir comme ça la vidéo. Je vais finir comme ça la vidéo parce que moi, je connais quelqu'un comme ça. Je vais finir comme ça la vidéo. Il y a une meuf que je connais. Je connais très bien. Elle a commencé sa carrière à coûter 2000 euros par mois. Ok, elle était chez ses parents. Ses parents sont très éduqués financièrement. C'est pas des gens classe moyenne. Pas des gens qui roulent sur l'or. Depuis qu'elle est très jeune, ils lui disent fais des boulots d'été, etc., etc., etc. Ils l'ont jamais spoilé, ils l'ont jamais mis de l'argent, acheté tout n'importe quoi pour elle. Okay. Son premier taf, 1000 euros par mois, sa mère, elle lui a dit tu payes pas de loyer. Mais vu que tu es chez moi, je te force à ne vivre qu'avec 500 euros. Tu ne payes pas à bouffer, tu fais pas de trucs. Tu me mets 500 euros de côté tous les mois. Vous avez bien entendu. Certains parents, écoutez très bien. Parce que vous faites des trucs incroyables, après vous voyez vos enfants sont dans la pauvreté parce que vous n'avez pas fait les bons choix. 1500 euros tous les mois, mettez. OK? À raison, écoutez bien. Écoutez très très bien. Parce que il faut bien être concentré dans ce que je vais dire très maintenant. Très maintenant. Je suis en ouf. En 10 mois, ça fait 15 000 euros. Elle n'a pas touché une seule fois à son épargne. Elle a laissé fructifier. Et c'est une épargne basique qu'elle a fait. Hein, alors qu'il y a des trucs qui rapportent mieux, ETF, tout ça. Là, bref. Basique, livret A, basique de base. Même pas le truc le plus ouf. Au bout de 20 mois, elle a 30 000 euros. Au bout de 30 mois, elle a 45 000 euros. Au bout de 40 mois, elle avait 60 000 euros. Vous pensez que dans la vie d'une fille de 22 ans, 40 mois, c'est beaucoup. Et je vais vous mettre devant vos yeux tout de suite quelque chose qui va vous faire comprendre. Pour ceux en tout cas qui n'ont pas la vidéo, qui écoutent, vous allez pouvoir écouter attentivement. 40 mois, c'est un peu plus de 3 ans. Vous voyez, hein, vous pouvez calculer vous-même. C'est là, pour ceux qui voient la vidéo.
40 divisé par 12, 3,33. C'est un peu plus de 3 ans. C'est un sacrifice de 3 ans qu'elle a fait en restant chez ses parents. Entre l'âge de 22 ans et 25 ans, elle a vécu avec 500 euros par mois. Donc, tu vis chez tes darons, c'est largement suffisant. Sa mère a insisté pour que sa fille suive. Vous inquiétez pas qu'elle était derrière elle. Elle était derrière sa nuque, cette meuf. Sa mère était derrière sa nuque. Avec 500 euros par mois, ça ne l'a pas empêché de passer son permis. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une voiture. Ça ne l'a pas empêché de sortir régulièrement. Ça ne l'a pas empêché de s'habiller. Juste qu'elle était intelligente de comment elle s'habillait. Pendant ce temps-là, elle a pris 0 crédit. 0 crédit, elle a pris. Maintenant, restez bien avec moi. Quand elle a eu les 60 000 euros, sa mère lui a dit, bon, on va aller voir la banque, surtout qu'ils sont dans la même banque avec la daronne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as envie de rester à la maison? Est-ce que tu te sens bien avec nous? Tu as envie de partir? Qu'est-ce que tu fais? Au bout de 3 ans, elle est passée de 2 000 à 3 000 euros par mois. Maintenant, elle touche 3 000 euros par mois. Elle a un meilleur revenu. Regardez bien, c'est pour ça que j'aime bien cet exemple concret. On va vous montrer que quand tu es éduqué, déjà tu es éduqué de base, tu comprends les choses, tu comprends la vie. Tu as des parents qui sont éduqués un peu. Il y a des choses qui vont vite. Bah, elle a dit, bah, c'est simple. Moi, je vais prendre un cred, 2 appartes, je vais pas vivre dedans. Sa mère, elle a dit, bravo ma fille, t'es intelligente. Donc elle avait son apport, 30 000, 2 petits appartes. Si vous visez des villes un peu trop grosses, Paname, tout ça, des fois il y a des trucs malins, un peu loin, mais malins. 2 appartes. Proprio, elle a des revenus qui tombent tout seuls. Ok? Elle a décidé de rester encore une piche chez la daronne. En partant du principe que il ne faut pas que ces remboursements dépassent une certaine somme. Le banquier l'a dit, bah, tu touches 3 000 euros, on va fixer sur 1 000 euros par mois pour le cred. Et 2 appartes, c'est ce que... Voilà. Remboursement, voilà. Elle a toujours 2 000 euros pour vivre. À votre avis, elle a fait quoi? Toujours, c'est la daronne, là. Elle a continué à mettre 1 500 euros de côté encore. Sauf qu'avec l'effet levier de fait qu'elle a 2 apparts qui se financent, plus le fait qu'elle continue à mettre de l'argent, son appart, du coup, il est autofinancé. Donc, le 3e appart, c'est le sien, elle est rentrée dedans. 26 ans. Voilà. À 26 ans, elle est propriétaire de 3 appartements. Elle est salariée. Et cette fille n'a rien d'une entrepreneuse. Par contre, de par ses études, la gestion, la rigueur de sa mère, la rigueur aussi de son père, mais son père, il aime bien laisser sa mère à côté d'elle. La rigueur de son père en fait que, après ça, elle a commencé à investir dans le business de potes autour d'elle. Elle n'est pas entrepreneur, elle. Elle a un peu d'argent qui rentre par-ci, par-là, par-ci, par-là. Elle connaît les rouages des impôts qui font qu'elle peut avoir des réductions d'impôts par rapport au fait qu'elle investit. Les travaux dans l'appartement, etc. Elle a monté une SCI, tout ça. Sa mère l'a aidé, tout ça. Bref, avocat, etc., etc. Grâce à ça, elle a monté une autre boîte qui est une boîte d'investissement. Je dis, c'est pas des trucs très... Je vous parle même pas de trucs d'incroyables. Hein. Pas des trucs incroyables. Là. Sauf que pour le calcul du patrimoine, il s'avère qu'aujourd'hui, elle est un peu plus jeune que moi. Elle est millionnaire, cette fille. Vous avez bien entendu. Elle est millionnaire.
Voilà. Elle a fait les sacrifices qu'il fallait faire au moment qu'il fallait faire. Ça ne l'empêche pas d'aller en vacances quand elle veut aller en vacances, etc. Elle fait très attention à son budget. Elle n'est pas là en train de faire des choses rapidement. Quand elle fait quelque chose, c'est gradué, calculé. Si elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas le faire pour l'instant. Elle a toujours de l'épargne qui est faite. Elle continue son effort d'épargne. Et je vais vous dire un truc qui est fou, c'est que non seulement elle continue de taffer, mais là, elle taffe, c'est de l'argent de poche. Les investissements lui rapportent suffisamment d'argent d'un côté. Les appartements lui rapportent de l'argent de l'autre côté. Elle pourra arrêter. Hein. Elle n'a pas envie. Et elle continue à épargner fortement. Voilà. Et ça, c'est pas seulement lire d'éducation financière, c'est aussi lire pour la rigueur. Tu vois, cette fille, par exemple, lit un livre par mois. Ça a l'air d'être bête comme ça. Hein. Vous allez demander quel livre. Il n'y a pas besoin de savoir quel livre. Elle rentre dans une bibliothèque. Et voilà, des fois, elle regarde le top. Elle prend le livre et le lit. Tout simplement. Ça aide à réfléchir. À réfléchir. Ça aide. Même des romans policiers, hein, des polars, hein, elle en lit. Ça aide à réfléchir. Ça aide à se construire, à avoir une discussion avec quelqu'un d'intéressant à écouter. Et comme elle a dit, elle ne va pas se mentir à elle-même, elle n'est pas entrepreneur. Mais c'est sentir les bons coups. Et grâce à tout ça, elle sait lire un projet. Et c'est la première personne qui m'a dit ça dans toute ma vie, t'investis pas sur le projet, t'investis sur la personne. Tu dois apprendre à lire les gens. Et pour ça, il faut lire beaucoup de livres psychologiques. Il faut comprendre à qui t'as affaire en face de toi. Parce que, et je finirai dessus, les plus gros scams, c'est généralement des gens qui sont dans les meilleures écoles. C'est pas le gars du quartier, comme il dit. C'est important à comprendre. L'argent, pour conclure, ne t'élève pas, il amplifie ce que tu es. T'es une mauvaise personne, ce sera encore plus mauvais avec l'argent. C'est tout. L'argent ne te change pas. La personne que tu vois, ce qu'elle est devenue, là, c'était juste elle. C'est juste qu'elle n'avait pas les moyens de sa politique. Le gars qui se tape toutes les meufs, là, c'est parce qu'il ne pouvait pas avant. L'argent a juste financé, lui a permis d'avoir la politique qu'il voulait avoir. D'être un gros C, etc. L'argent, si tu es discipliné, l'argent devient ton levier. Si tu es ignorant, il devient ta perte. L'éducation, c'est la vraie richesse. Et c'est la seule que personne ne peut te voler. Et j'ai envie de me dire, c'est encore même pire que ça. Hein. Vous voyez l'éducation que je vous donne là, quand je fais ce podcast, moi, je ne perds rien. C'est-à-dire que le produit, je vous l'ai donné. OK? Je ne perds rien. Vous gagnez, je ne perds rien. Je ne peux que gagner. Quand certaines personnes ont du mal à comprendre ça, ce principe-là, qu'en fait, en étant comme ça dans l'abondance et dans le cercle vertueux, donc il y a des canaux, et c'est pour ça qu'il faut être intelligent. Et que moi, quand je vois des personnes essayer de m'envoyer des longs pavés sur leur situation personnelle, alors que je fais autant de contenu dans lequel ils vont trouver des réponses, je me dis que ces personnes-là ne sont pas prêtes de toute façon à être aidées parce qu'elles ne sont déjà pas prêtes à s'éduquer. L'éducation, c'est la recherche. Quand tu veux t'éduquer, tu recherches, tu cherches. Tu n'es pas dans l'émotion d'envoyer tout de suite quelque chose. Tu cherches d'abord la réponse. Et souvent, la réponse, elle est sous ton nez. Exemple concret, récemment, j'ai fait une vidéo pour dire ce que j'aurais voulu entendre si j'avais moins de 18 ans. Et quelqu'un m'a dit ah, mais parce que quand on a 20 ans, c'est trop tard. J'ai fait une vidéo pour les moins de 30 ans. Elle est littéralement épinglée sur mon compte. Ça aurait pris 2 secondes à la personne de chercher, de voir si j'avais fait une vidéo pour ce truc-là. Mais elle a préféré écrire. T'as perdu du temps. T'as perdu du temps. La recherche t'aurait fait gagner du temps. T'as préféré écrire.
Et dans plein de domaines comme ça, les gens préfèrent perdre du temps que de gagner du temps. Tu as plus à gagner du temps à apprendre qu'à chercher la réponse tout de suite et donc avoir une mentalité de pauvre. Et c'est une mentalité de pauvre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le pauvre veut les choses rapidement. Le riche est toujours à long terme. Le riche, il prend le temps de chercher l'information. Il prend le temps de s'instruire. Il prend le temps de connaître. Parce que après, c'est un process rapide. Vous voyez, par exemple, à l'époque, le calcul pour une IA, il pouvait prendre des jours pour une phrase. Aujourd'hui, il prend moins d'une seconde. Pourquoi? Parce qu'on a appris le temps d'apprendre. On n'a pas cherché à aller vite, on a cherché à faire bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est bon. Et c'est la différence nette et fondamentale dans l'éducation, tout court, pour sortir de la pauvreté. C'est que la vie, elle n'est pas courte, comme tu le crois, et le temps, il joue pas contre toi. Le temps, il joue en ta faveur. Si tu donnes au temps la force qu'il a, c'est-à-dire le progrès, les cycles. Et le monde veut te casser les cycles, rien que dans les fruits et légumes. Plus de fruits de saison, plus tout ça, là, veut te casser tout ça, te dire que tout est accessible tout de suite, te faire croire qu'une vidéo de 8 minutes, c'est long. Alors quand tu étais à l'école, moi en tout cas, j'ai fait par exemple du droit des sociétés, on se tapait de 15h à 18h, 3 heures de droit des sociétés. Et c'était même pas assez pour connaître tout le droit des sociétés. On se tapait des cours en budget de l'État. Tu te manges des 2 heures d'affilée, bien costaud, sur des articles, des façons de déposer les projets de loi, les propositions de loi, qui les dépose, etc., comment en assemblée plénière, la commission, etc., etc., etc. Parce que ça s'apprend pas en 3 minutes. Arrêtez vraiment ce principe-là de croire que quand un créateur de contenu va arriver, va faire une vidéo de 3 minutes, vous allez devenir expert d'un sujet. Et ça vient de là aussi. L'éducation qui va vous sortir de la pauvreté, elle vient de là. De comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Mais ce que vous voulez savoir, là, il faut être concentré. Il faut être très concentré dans ce que vous voulez savoir. Il faut être très concentré. C'est ultra important. Bref, je m'arrête là en vous souhaitant une agréable journée.